Le meilleur des mondes, écrit par Aldous Huxley, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 14, suite. Rassurée, mais avec une dignité qui était un tantinet creuse et incertaine. Je vous ai averti, dit l'infirmière. Tenez-vous-le pour dit. Néanmoins, elle écarta les jumeaux trop curieux et leur fit prendre part à la partie de Zip Furé qui avait été organisée par une de ses collègues à l'autre extrémité de la salle. Allez-vous-en à présent prendre votre tasse de solution de caféine, ma bonne, dit-elle à l'autre infirmière. L'exercice de l'autorité rétablit sa confiance en soi, lui fit du bien. Allons, mes enfants, cria-t-elle. Linda s'était agitée, inquiète, avait ouvert les yeux un instant, jeté un vague regard à la ronde, et s'était de nouveau assoupie. Assis à son côté, le sauvage fit des efforts violents pour ressaisir son humeur d'il y a quelques minutes. ABC, vitamine D, se répétait-il à lui-même, comme si ces mots étaient un sortilège qui rappellerait à la vie le passé défunt. Mais le sortilège demeura sans effet. Obstinément, les souvenirs merveilleux refusèrent de se lever. Il n'y eut qu'une résurrection affreuse de jalousie, de laideur et de misère. Poppée tout dégoûtant de sang, qui coulait de son épaule entaillée, et Linda, hideusement endormie, tandis que les mouches bourdonnaient autour du mescal répandu par terre à côté du lit, et les gamins criant tous ces noms en passant. Ah non, non, non. Il ferma les yeux. Il secoua la tête en dénégation vigoureuse de ses souvenirs. A, B, C, vitamine D. Il essaya de songer au moment où il était assis sur les genoux de Linda, où elle l'entourait de ses bras et chantait, recommençant sans fin, le berçant pour l'endormir. A, B, C, vitamine D, vitamine D, vitamine D. Le Wurlitz-Zeriana Supervox s'était élevé à un crescendo sanglotant, et soudain, la verveine fit place, dans l'appareil à circulation de parfum, à un patchouli intense. Linda s'agita, se réveilla, regarda avec ébahissement quelques instants les demi-finalistes, puis, soulevant le visage, renifla une fois ou deux l'air nouvellement parfumé, et sourit tout à coup d'un sourire d'extase enfantine. Poppée, murmura-t-elle, et elle referma les yeux. Oh, comme j'aime cela, comme j'aime. Elle soupira, et se laissa retomber sur les oreillers. Voyons, Linda, le sauvage parla d'un ton implorant. Tu ne me reconnais pas? Il s'était si bien efforcé, il avait fait absolument de son mieux, pourquoi ne lui permettait-elle pas d'oublier? Il lui pressa la main molle presque violemment, comme s'il voulait la forcer à quitter ce rêve de plaisir ignoble, ces souvenirs vils et détestables, pour rentrer dans le présent, dans la réalité, le présent effarant, épouvantable réalité, mais sublime, mais lourd de signification, mais désespérément important, précisément à cause de l'imminence de ce qui les rendait si effrayants. Tu ne me reconnais pas, Linda? Il sentit la légère pression de sa main en réponse. Il en eut les larmes aux yeux. Il se pencha sur elle et l'embrassa. Elle remua les lèvres. Poppée, murmura-t-elle de nouveau, et il eut la sensation qu'on lui jetait à la figure un seau d'ordure. La colère bouillonna soudain en lui, contrarié pour la deuxième fois. La passion de sa douleur avait trouvé une autre issue, s'était transformée en passion de colère au paroxysme. « Mais je suis John !» cria-t-il. « Je suis John !» Et dans sa douleur furieuse, il lui saisit bel et bien l'épaule et la secoua. Les yeux de Linda s'ouvrirent avec un battement des paupières. Elle le vit, le reconnut, John, mais situa le visage réel. Les mains réelles et violentes dans un monde imaginaire, parmi les équivalences intérieures et personnelles du patchouli et du super Wurlitzer, parmi les souvenirs transfigurés et les sensations étrangement transposées qui constituaient l'univers de son rêve. Elle le reconnaissait comme étant John, son fils, mais se le représentait comme un intrus, dans ce Malpais paradisiaque où elle passait son congé de Soma avec Poppée. Il était en colère parce qu'elle aimait Poppée.
Il la secouait parce que Poppée était là, dans son lit, comme s'il y avait là quelque chose de mal, comme si tous les gens civilisés n'agissaient pas d'eux-mêmes. Chacun appartient à... La voix de Linda s'évanouit soudain, jusqu'à n'être plus qu'un coassement haletant, à peine perceptible. Sa bouche s'ouvrit, elle fit un effort désespéré pour remplir d'air ses poumons, mais ce fut comme si elle ne savait plus respirer. Elle essaya d'appeler, mais nul son ne sortit. Seule la terreur de ses yeux écarquillés révélait l'intensité de sa souffrance. Elle porta les mains à sa gorge, elle agrippa convulsivement l'air qu'elle ne pouvait plus respirer, l'air qui, pour elle, avait cessé d'exister. Le sauvage était debout, penché sur elle. « Qu'est-ce qu'il y a, Linda? Qu'est-ce qu'il y a » Sa voix était implorante. On eût dit qu'il la suppliait de le rassurer. Le regard qu'elle lui jeta était chargé d'une terreur indicible, de terreur, et, lui sembla-t-il, de reproche. Elle essaya de se soulever sur son lit, mais retomba sur les oreillers. Elle avait le visage horriblement tordu, les lèvres bleues. Le sauvage se retourna et courut vers l'autre bout de la salle. « Vite, vite » cria-t-il, « vite !» Debout au centre d'une ronde de jumeaux, jouant aux hipfurées, l'infirmière chef se retourna. Le premier instant d'étonnement fit place presque instantanément à la désapprobation. « Ne criez donc pas, songez aux petits, dit-elle, fronçant les sourcils. Vous risquez de les déconditionner. Mais que faites-vous ? Il avait interrompu la ronde. Faites donc attention. L'un des enfants hurlait. Vite, vite. Il saisit l'infirmière par la manche, la traîna derrière lui. Vite, il s'est passé quelque chose. Je l'ai tué. Lorsqu'ils furent revenus à l'extrémité de la salle, Linda était morte. Le sauvage resta un instant debout, figé dans le silence, puis tomba à genoux à côté du lit, et se couvrant le visage de ses mains, sanglota éperdument. L'infirmière était dans l'irrésolution, regardant tantôt la forme agenouillée près du lit, quelle scandaleuse exhibition, et tantôt, pauvres enfants, les jumeaux qui avaient interrompu leur partie de zipfurée et regardaient ébahis vers l'autre bout de la salle, les yeux et les narines écarquillés, la scène scandaleuse qui se déroulait autour du lit numéro 20. Fallait-il lui parler, tâcher de le ramener au sentiment des convenances, lui rappeler où il se trouvait, quel tort fatal il risquait de causer à ces pauvres innocents, détruire ainsi tout leur bon conditionnement à la mort par cette dégoûtante explosion de cris, comme si la mort avait quelque chose de terrible, comme si quiconque avait une telle importance, cela pourrait leur donner les idées les plus désastreuses sur la question, les bouleverser et les faire réagir d'une façon totalement erronée, complètement antisociale. Elle s'avança vers lui, elle lui toucha l'épaule. « Vous ne pouvez donc pas vous conduire convenablement, dit-elle, d'une voix basse, courroucée. Mais tournant la tête, elle vit qu'une demi-douzaine de jumeaux étaient déjà debout et s'avançaient à travers la salle. La ronde se désagrégeait. Encore un instant et... Non, le risque était trop considérable. Le groupe entier risquait d'être mis en retard de 6 ou 7 mois dans son conditionnement. Elle retourna en courant vers ceux dont elle avait la charge, et qui étaient menacés. « Allons, qui est-ce qui veut un éclair au chocolat » demanda-t-elle, d'une voix forte et joyeuse. « Moi » hurla en chœur tout le groupe Bokanovski. Le lit numéro 20 était complètement oublié. « Oh, Dieu, Dieu, Dieu » continuait à répéter à lui-même le sauvage. Parmi le chaos de douleur et de remords qui lui emplissait l'esprit, c'était le seul mot qui s'articula, Dieu, et il le chuchota tout haut, Dieu. Qu'est-ce donc qu'il dit dit une voix toute proche, distincte et perçante, à travers les piaillements du Superwurlitzer. Le sauvage sursauta violemment, et, se découvrant le visage, regarda autour de lui. 5 jumeaux en kaki, tenant chacun dans la main droite le bout d'un long éclair, le visage identique diversement barbouillé de chocolat liquide, se tenaient en ligne, écarquillant sur lui, leurs yeux ronds comme des verres de lunettes. Ils croisèrent son regard et se mirent à ricaner simultanément. L'un d'eux tendit le bout de son éclair. « Elle est morte » demanda-t-il. Le sauvage les dévisagea un instant en silence. Puis en silence, il se leva. En silence, il se dirigea lentement vers la porte.
Elle est morte, répéta le jumeau curieux qui trottait à son côté. Le sauvage abaissa son regard sur lui, et toujours sans mot dire, le repoussa. Le jumeau tomba par terre, et se mit immédiatement à hurler. Le sauvage ne se retourna même pas.